grand public a découvert l'intelligence artificielle principalement à travers les œuvres cinématographiques. Et ce, dès 1926 avec Metropolis, réalisé par Fritz Lang, où l'on découvre pour la première fois un robot humanoïde, ou encore avec Stanley Kubrick en 1968, avec 2001 l'Odyssée de l'espace, ou en 1999 la trilogie Matrix, et tant d'autres encore. Le petit écran de son côté n'est pas en reste, comme avec la série suédoise récemment diffusée sur Arte, Real Humans, alors je ne sais pas comment on dit 100% en anglais, 100% Humans, voilà, on comprendra, qui a ensuite été adapté aux USA, où l'épisode 1 de la saison 2 en 2013 de Black Mirror, pour les connaisseurs, où la perte de l'être aimé conduit une jeune femme à télécharger une application qui lui permettra de communiquer avec son défunt époux grâce à la police de Johnny. Ces fictions, souvent aux frontières de la réalité, nourrissent nos fantasmes et notre imaginaire, nous laissant craindre ou espérer, c'est selon, que l'intelligence artificielle supplantera l'homme, ou au contraire, l'aidera à anticiper efficacement, voire même à éviter totalement les catastrophes écologiques, sanitaires et humanitaires, ou bien encore les cyberattaques qui font malheureusement notre actualité ces derniers jours et ces dernières années. Pour nous permettre d'y voir plus clair sur ce nouveau grand bouleversement que va engendrer dans nos vies quotidiennes, après l'avènement d'Internet, celui de l'intelligence artificielle, et mesurer s'il s'agit plutôt d'une opportunité ou d'une menace, M. Alessandro Morbidelli, que l'on ne présente plus, mais que je vous demande d'applaudir, et qui déteste toujours autant ça, astronome et planétologue de renom, coordinateur pour la 10e année des conférences des sciences de l'univers, 10e année qui aurait dû être consécutive si le Covid n'était pas passé par là. Et j'en profite tout de suite pour remercier Monsieur le maire d'avoir boosté Monsieur Morbidelli dès le début de l'automne de l'année dernière pour relancer les conférences aussitôt que cela aurait été possible, et c'est le cas à partir d'aujourd'hui. Donc un grand merci et salutations également aux élus qui vous accompagnent, et Madame Champion notamment, notre référente culture. Donc ce 10e cycle des conférences des sciences de l'univers que nous a concocté Morbi pour les intimes, Alessandro Morbidelli pour tout le monde, pardon. Ce cycle réunit 4 experts engagés dans le développement de l'intelligence artificielle et son application à différents domaines de la science dont les retombées auront un impact sociétal certain. Le niveau d'expertise de notre invité ce soir, je vous laisse le mesurer à travers l'évocation de son parcours scientifique qui débute à l'Université technologique de Compiègne. Vous m'arrêtez, vous me corrigez à chaque fois. Jusque-là, ça va. Technologique de Compiègne, où il étudie le génie électrique et informatique, y obtient concomitamment en 1994 un diplôme d'ingénieur en génie informatique dans la filière modélisation, analyse et commande des systèmes, et un diplôme d'études approfondies, le DEA, en contrôle des systèmes, pour lequel il est simplement classé premier sur 42. 4 ans plus tard, sa thèse de doctorat intitulée « Une méthodologie pour la détection à structure imposée » lui vaudra la mention très honorable avec félicitations du jury. On est en 1998. Devenu enseignant-chercheur l'année suivante, il sera maître de conférence, puis professeur à l'Université de technologie de Troyes durant 10 ans, avant de rejoindre l'Université Côte d'Azur en 2009. Membre de l'Institut universitaire de France de 2010 à 2015, il comptera parmi les 2 seuls pourcents de professeurs français à y avoir été distingués. L'IUF, ce service français du ministère de l'Enseignement supérieur, recourt en effet aux meilleurs experts internationaux pour composer les jurys et distingue ainsi un petit nombre de professeurs pour l'excellence de leurs recherches dont témoigne leur reconnaissance internationale. Les intérêts de recherche de notre invité, justement,
se situe à l'intersection du traitement statistique du signal et de l'apprentissage automatique et comment ils ont des effets synergiques sur la surveillance du système. En particulier, ces travaux de recherche récents portent principalement sur l'identification des systèmes en ligne sous diverses formes, que je vous laisse imaginer. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que notre invité est membre de la plus grande organisation professionnelle technique au monde dédiée à l'avancement de la technologie au profit de l'humanité. Cette association, qui compte plus de 423 000 membres dans 160 pays, c'est l'IEEE. Je vous laisserai développer après. Ces membres agissent à l'aide de publications, de conférences, de rédaction de normes et de divers projets et activités professionnelles et éducatives. Elle est organisée géographiquement en régions, elle-même divisée en sections et techniquement en sociétés savantes. La section française, quant à elle, regroupe les 4200 membres résidant en France et à Monaco. Elle fait donc partie de la région 8 qui regroupe l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais quand je vous dis que notre invité en est membre, je minimise un tout petit peu, car en 2019, il est en fait devenu le directeur général de cette région 8. Vous vous rappelez, qui compte l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, et est membre du Conseil des gouverneurs. Il a pour sa part, du coup, rédigé plus de 300 articles, a été rédacteur en chef, éditeur, et est également le co-auteur du premier ouvrage de référence sur le traitement coopératif et graphique du signal paru en 2018. Je pourrais vous dire aussi qu'il a été coprésident général de l'atelier toujours à l'IEEE, SSP qui s'est tenu à Nice en 2011, coprésident technique de CIPCO 2015 qui s'est également tenu en France à Nice, de l'atelier CAMSAP 2015 qui lui s'est tenu à Cancun au Mexique. Je pourrais vous dire qu'il est membre élu du comité technique de la théorie et des méthodes de traitement du signal. Je pourrais aussi vous dire qu'en janvier 2021, il était le coprésident général de CIPCO 20, prévu à Amsterdam, aux Pays-Bas, et qui a été finalement un rendez-vous exceptionnellement virtuel à cause de la Covid, regroupant les plus grands spécialistes autour d'un programme technique complet de conférences, ateliers, ateliers satellites, tutoriels. Et c'est vrai qu'au tout début de la pandémie, plutôt quand on a commencé à discuter de la faisabilité des conférences ici, on s'est dit que c'était pas grave si finalement on maintenait quand même le site et qu'on le maintenait de manière virtuelle. Et là, M. Morbidelli nous a tout de suite dit non. Notre conférencier tient vraiment à ce qu'on mette tous les moyens possibles pour que ça puisse avoir lieu en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Et c'est pour ça que la date a été décalée quelques fois. Et donc vraiment un grand merci déjà pour ça. Alors je pourrais aussi vous dire qu'il tient à l'Institut, qu'il tient à l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle pour la santé et les territoires intelligents, le 3A Côte d'Azur, la chaire jusqu'en 2024, la chaire senior. Ben non, je ne dirai pas tout ça, j'ajouterai simplement que depuis 2019 et jusqu'en 2024, si je ne me trompe pas, notre invité dirige le GDR-ISIS. Alors, entendez par là le groupement de recherche Information, Signal, Image, Vision. Oui, S comme Vision, qui est une structure d'animation de l'Institut des sciences informatiques et de leurs interactions du CNRS. Ce groupe de travail académique s'attache à animer, inspirer et encourager la recherche dans les disciplines du traitement du signal et de l'image. Il a un rôle moteur pour amplifier les actions de recherche porteuses. L'association de recherche du CNRS-ISIS compte plus de 3500 membres, enseignants, doctorants, chercheurs, et assure une cohésion nationale à une communauté numériquement importante, regroupant notamment plus de 200 laboratoires de recherche académiques. De par sa volonté fédératrice, ISIS constitue aujourd'hui un point de passage incontournable à une référence pour la communauté du signal, des images et de la vision par ordinateur. Alors une toute petite confidence, dernière confidence, pour les habitués des conférences.
Les ondes gravitationnelles, l'interférométrie, vous vous souvenez? Eh bien, notre invité a été de 2001 à 2003 membre du projet Méthode temps-fréquence pour l'analyse des données de l'interféromètre Virgo. Alors, comme Stephen Hawking nous présentait la cosmologie par une brève histoire du temps, livre disponible à la médiathèque, je vous invite à accueillir chaudement le professeur Cédric Richard, le temps d'une brève histoire de l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour cette introduction, aussi pour cette invitation. Alors, je dois vous avouer que c'est la première conférence que je fais depuis 2 ans. Tout s'est arrêté, donc pour moi c'est un rodage. Et comme on pourrait dire, les affaires reprennent. Je pense qu'il y a un certain nombre de conférences maintenant qui vont avoir lieu de nouveau en présentiel. Et c'est une bonne façon de commencer aujourd'hui pour se remettre en route. Alors, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Alors, cette introduction, elle m'a touché parce que ça m'a rappelé les années 90 et notamment les démarrages, je dirais, de l'intelligence artificielle enseignée aux étudiants à l'Université de technologie de Compiègne. C'est-à-dire qu'il y a eu à cette époque-là un DEA qui a été ouvert par Bernard Dubuisson, qui était une personnalité du domaine. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés par là et c'était vraiment les débuts. Et l'Université de technologie de Compiègne à l'époque était connue pour être un peu disruptive sur son modèle, puisque c'était à la fois académique et à la fois tourné vers l'industrie. Et c'est de cette manière-là qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui ont été formés à ces sujets-là. Alors tout ça pour dire, l'intelligence artificielle, c'est omniprésent. D'accord ? Vous avez ça sur vos téléphones portables. C'est apparu, on voit l'intelligence artificielle dans un certain nombre de films. Maintenant, c'est quelque chose qui est assez... On s'y est habitué. On pourrait croire que c'est nouveau, mais c'est quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années, depuis, je dirais, les années 40, 45, mais qui a mis du temps à se mettre en place. Et l'objectif de cette présentation-là, ça va être de vous montrer finalement l'évolution de cette discipline au cours du temps, des gels qu'elle a pu connaître, parce que simplement à certains moments, soit la connaissance mathématique n'était pas là, soit les machines n'étaient pas là. Et récemment, je dirais dans les années 2015, c'est donc les planètes se sont alignées. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'ingrédients qui se sont retrouvés présents dans notre environnement, qui ont été mis au service des chercheurs, et tout a jailli d'un seul coup. Mais avant ça, ça a été une longue histoire que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'objectif, ça va être de vous expliquer un peu ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors les médias s'en sont emparés, il y a beaucoup de présentations, de reportages sur ces sujets-là, et il peut y avoir certaines confusions sur les termes qui sont utilisés. Qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que le machine learning? Qu'est-ce que le deep learning? Qu'est-ce que sont les réseaux de neurones? Et tout ça, c'est un peu mélangé dans la littérature, mais en fait, ça a un sens qui est très précis et que je vais essayer de vous présenter. Et enfin, je conclurai par quelques spots sur la façon dont l'intelligence artificielle a transformé nos quotidiens. Alors, l'introduction a déjà quasiment dévoilé, pourtant ce n'était pas concerné, mais un certain nombre d'éléments qui sont sur ce transparent. Et ce transparent, c'est simplement pour vous dire que l'intelligence artificielle est déjà dans le monde médiatique depuis très longtemps, avec 2001 l'Odyssée de l'espace, 1968, ça avait commencé bien auparavant. Donc le 2001 l'Odyssée de l'espace, un des chapitres, c'est le vaisseau spatial qui est contrôlé complètement par un ordinateur, une intelligence artificielle qui s'appelle HAL et qui va à un moment se retourner contre les membres de l'équipage parce qu'il estime qu'ils veulent nuire à la mission qui a été confiée. Ça, c'est un premier élément. Vous avez aussi Blade Runner avec récemment une redite de ce film, c'est 1982,
On y voit apparaître des humanoïdes, des robots. Je vais vous montrer tout de suite un exemple derrière. 1999, Matrix. Alors, il y a eu un certain nombre d'éléments. Et l'histoire de Matrix, si vous vous souvenez, c'est les humains qui sont en fait évoluent dans un monde plus large qu'eux, qui les dépasse et que l'on appelle la matrice. Et ça, typiquement, c'est aussi des choses qui ont une certaine résonance à l'heure actuelle avec le métavers. Vous avez dû en entendre parler, qui va être lancé par Google et par Facebook et un certain nombre de GAFA, d'accord. Et donc, bon, c'est un peu les métavers à l'envers dans Matrix, mais on a cette sensation que l'intelligence artificielle doit être là pour nous aider à prendre une dimension qui nous dépasse complètement d'un point de vue à la fois intellectuel, mais également d'un point de vue physique. Vous avez 2002, je ne sais plus comment s'appelle ce film, Minority Report. Dans ce film-là, vous avez des policiers qui, chaque matin, ont un rapport sur ce qui va se passer dans la journée et peuvent intervenir de manière préventive. C'est pareil, vous avez commencé à voir dans la société actuelle des prémices de ça, avec notamment un algorithme qui a été testé aux États-Unis pour anticiper sur la criminalité de certaines personnes, de certaines situations. C'est quelque chose qui a été retiré, jugé pas assez dangereux, peut-être pas assez performant. Et vous avez ensuite ce dernier film, 2013, Her, donc Elle, et c'est l'histoire de quelqu'un qui tombe amoureux de son assistant personnel. Donc vous voyez que tout ça, ce sont des éléments qui sont apparus déjà, auxquels on ne s'est pas habitué, mais qui ont aujourd'hui une résonance particulière. À cette époque-là, elles ne l'avaient pas. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Quand c'est apparu, c'était purement de la science-fiction. On a avancé sur ces traces-là. Alors, pour vous donner un coup de frais et vous montrer un peu en quoi ça consiste, j'espère qu'il va démarrer. Je pense que ça va être bon. Non, il n'a pas démarré. C'est pas très grave. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est une expérience sur des robots humanoïdes. Alors vous les voyez faire des sauts périlleux, etc. Et c'est quelque chose qui existe. D'accord ? Ce sont des robots conduits par de l'intelligence artificielle avec de multiples capteurs et qui sont capables de faire de multiples arabesques, des sauts périlleux arrière, etc. D'accord ? Ça, ce n'est pas de la science-fiction. C'est des choses qui existent à l'heure actuelle. Donc, comment ceci, voilà, ça va démarrer. Ça suffisait de cliquer. Donc, vous voyez, c'est vraiment des vraies expérimentations. C'est des choses que l'on fait actuellement. Je vous montre là des bipèdes. Ce type de robot, vous les avez à 4 pattes, vous en avez tout type. Donc, je pense que c'est très intéressant de voir finalement l'humanité qui est copiée par ces robots-là. D'accord ? Vous pouvez voir la souplesse des mouvements. Vous pouvez voir aussi, il faut imaginer la complexité calculatoire qu'il peut y avoir sur ce type de structure, le nombre de degrés de liberté qu'il y a à gérer. D'accord ? Et vous allez voir, ça finit en beauté. Et tac. D'accord ? Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans cette expérimentation, c'est de voir aussi l'apprentissage des robots. Quand on parle d'intelligence artificielle, on oublie toujours d'évoquer le temps d'apprentissage qu'il y a derrière. D'accord ? Et donc, dans cette expérimentation-là, notamment, on voit les robots tomber, etc. C'est à peu près les mêmes algorithmes que vous avez pu voir pour le jeu de Go, on en reparlera, ou les échecs, on fait jouer les ordinateurs contre eux-mêmes, et les ordinateurs, ces intelligences-là, apprennent de leurs erreurs pour s'améliorer. D'accord ? C'est leur objectif. Alors, quand est-ce qu'a commencé l'intelligence artificielle ? Ça, je dirais, 1956, c'est le point de départ de tout. C'est le moment où on va fixer les concepts. Il y a des signes avant-coureurs, on le verra, notamment avec Alan Turing, dont vous avez certainement entendu parler, il y a eu un film sur lui. Mais 1956, c'est une conférence qui va réunir une dizaine de chercheurs dans une université dans le nord-est des États-Unis. Et les chercheurs sont John McCarthy, qui est ici,
qui est l'inventeur du Lisp, qui est un langage informatique qui a été utilisé notamment pour les systèmes experts, on y reviendra. Vous avez Marvin Minsky qui est ici et qui est un neurobiologiste. Vous avez Nathaniel Rochester qui travaille chez IBM, qui est à l'origine des premiers ordinateurs chez IBM. Et vous avez quelqu'un qui est très, très central dans ma communauté, qui est Claude Shannon, qui est un des pères du traitement du signal, de la théorie de l'information, des télécoms. Quand vous utilisez un téléphone portable à l'heure actuelle, tous les calculs qui sont faits pour savoir si vous avez le débit nécessaire, c'est la théorie de Shannon, c'est les années 45. Première apparition de l'intelligence artificielle. On définit les concepts. Alors l'idée, c'est de dire finalement comment on va définir ce nouveau domaine de recherche. Et l'idée, c'est de dire que les études, les travaux que l'on va faire vont travailler sur la notion d'apprentissage et d'intelligence, l'intelligence humaine qu'on sous-entend à ce moment-là, et qu'on va essayer de la définir, de définir les concepts principaux, et derrière d'essayer de construire des machines qui vont être capables de s'emparer de ces concepts-là. Et comme vous pouvez voir, ce qu'il apparaît ici, c'est vraiment la notion d'apprentissage et d'intelligence. Alors, bon, déjà, définir l'intelligence, c'est pas quelque chose de simple. Je voudrais simplement que vous réfléchissiez 30 secondes sur ce que vous voyez là, et après, je vous mettrai à l'aise une machine, pour l'instant, est incapable de répondre à ce type de quiz. Qu'est-ce que vous y voyez? Ce ne sont pas des livres. Ce sont des Lego. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Les petits personnages. Très bien, gagné. Ici. Les Dalton. Voilà, Lucky Luke, les Dalton. Tintin, avec Milou. Donald, avec... Voilà, là. Batman et Robin, et là. Les Schtroumpfs. Voilà, tout à fait. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence. Une machine ne sait pas encore faire ces choses-là. Alors, qu'est-ce que l'intelligence? Alors, parler de l'intelligence seule, alors c'est difficile à définir parce que c'est toujours l'intelligence par rapport à quelque chose. Ça va être l'intelligence par rapport à un domaine artistique, par rapport à un domaine sportif, par rapport à une science. Mais toujours est-il que l'intelligence, on peut la définir comme une faculté de comprendre, d'établir des rapports entre des faits. Ça, c'est très important pour le machine learning. Établir des rapports entre des faits, ou des idées, ou des formes pour parvenir à la connaissance. C'est-à-dire vraiment extraire cette information-là. Et par extension, adapter son comportement à une situation nouvelle, ce qui est quelque chose de difficile pour l'intelligence artificielle encore aujourd'hui. Alors, je vous disais que c'est une science qui était assez vieille, je vous ai parlé de ce colloque, 1956. En fait, les premiers travaux datent de 1943 avec le neurone artificiel. C'est quelque chose qui a été proposé par McCulloch et Pitts, qui étaient des neurobiologistes. Alors, pour vous expliquer un peu comment les choses fonctionnent, ça, c'est une représentation d'un neurone biologique, d'accord? Vous avez une partie ici, chevelue, je dirais, qui sont les dendrites. Ça représente les entrées des neurones. Enfin, les entrées de ce neurone. Ça, c'est un neurone. Et vous voyez que vous avez une sortie qui est unique, qui va se ramifier, mais elle ramifie l'information. Ça, c'est ce que l'on appelle l'axone. Et vous avez entre les deux le corps cellulaire. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau est constitué de milliards de cellules de ce type-là, enchevêtrées les unes dans les autres, et les sorties des neurones sont connectées aux entrées des autres neurones. D'accord? Donc là, vous avez les entrées, là, vous avez la sortie de ce neurone-là, et l'information voyage sous la forme d'un potentiel électrique qui va partir de là, passer par le corps cellulaire, va être traité et va ressortir par cet axone-là et va être ensuite diffusé au travers de plusieurs terminaisons de manière à alimenter plusieurs neurones. D'accord? Globalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces entrées-là sont sommées, on en fait une somme, enfin le neurone en fait une somme, et
il y a une non-linéarité ici. Alors qu'est-ce que c'est que cette non-linéarité? Vous pouvez simplement imaginer, vous imaginez une ampoule, vous mettez une certaine tension, et tant que la tension, le courant que vous injectez dans cette enveloppe, dans cette ampoule, n'a pas dépassé un certain seuil, l'ampoule ne s'allume pas. Et passé ce seuil, même s'il y avait du courant avant, mais passé ce seuil-là, eh bien l'ampoule va s'éclairer et va rester à une luminosité donnée. D'accord? Un neurone, ça fonctionne de cette manière-là, de manière très basique, effectivement, dans la présentation, évidemment. McCulloch et Pitts, on se sont dit, on veut construire une intelligence artificielle, il faut essayer de reproduire un neurone. Ils avaient à ce moment-là l'ambition de construire un cerveau complètement artificiel. Et comment ils ont procédé? Bien, de la manière dont je vous ai présenté, ils se sont dit, on va avoir des entrées ici. Alors ces entrées, ça peut être simplement une caméra, d'accord? Vous avez une caméra. Chacun des pixels, des points colorés que vous avez sur la caméra, sur la partie sensible, va être connecté à une des entrées. D'accord? Donc vous imaginez, vous avez une caméra avec de 20 par 20, ça fait 400 pixels, 400 points lumineux. Vous auriez 400 entrées. Et ces entrées-là vont être sommées. J'en calcule la somme. Si j'avais 1, 2, 3, 4, je fais 1 plus 2 plus 3 plus 4. J'ai ma fonction d'activation. Vous vous souvenez, c'est le seuil à partir du moment où il y a une réponse qui sort. Eh bien, si cette somme-là est supérieure à un certain seuil, j'aurai une réponse en sortie. Et si c'est inférieur, le neurone sera au repos et il ne se passera rien. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est très simpliste. D'accord? Très simpliste. Nous verrons par la suite que c'est la multiplication de ces éléments-là qui permet de construire une intelligence artificielle. Vraiment artificielle. Il ne faut pas non plus avoir trop d'ambition par rapport à ça. Bon, si ce n'est que ce genre de technique associée à la robotique permet de faire courir les robots que vous avez vus tout à l'heure. D'accord? Il va y avoir un certain nombre d'éléments. Ça, c'est 1943. Je ne peux pas parler de l'intelligence artificielle sans parler d'Alan Turing, dont vous avez entendu parler, et notamment, voyant émerger cette nouvelle discipline, en 1950, il propose dans une publication le test de Turing, qui visera à dire si une machine a un comportement humain ou non. D'accord? Si on peut la caractériser d'intelligence humaine. Et le test de Turing, qui est quelque chose de très basique, vous mettez un professeur, je dirais ici, d'accord? C'est la personne qui va juger si la machine est humaine, enfin, est une intelligence proche de celle d'un humain. Il est caché, imaginé par un écran, il ne voit pas ce qu'il y a derrière, et ce qu'il sait, c'est qu'il a une machine à laquelle il est confronté et un humain. Et cette personne-là va poser des questions, la même question aux deux. Ces deux entités vont répondre, et il doit dire à un moment s'il a deviné lequel était l'humain, lequel était la machine. Bon, c'est un test qui est très discuté. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une machine qui l'a partiellement passé, ce test-là. Donc encore une fois, pour vous dire que c'est une discipline qui fait beaucoup de choses, mais il y a encore des marges de manœuvre. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Toujours est-il que 1957, c'est le premier réseau de neurones artificiels à qui on essaie d'apprendre quelque chose. C'est ce que l'on appelle le perceptron de Rosenblatt. Et ce perceptron, c'est tout simple. Vous reconnaissez ici le neurone artificiel que je vous ai présenté. Et à ce moment-là, ce neurone a été implémenté en hardware, d'accord, avec du câblage. Vous pouvez voir que ça prend une certaine place. Et connecté à une rétine artificielle de 400 pixels. Une matrice de 20 par 20. D'accord, comme une caméra. Où on a... Et l'objectif qui était affiché pour le perceptron, qui avait été construit donc à Cornell, aux États-Unis, 1957, il faut voir par rapport à l'informatique, hein, c'était rudimentaire. Eh bien, l'objectif que l'on avait à ce moment-là, c'est de faire reconnaître au perceptron les images qu'on lui proposait. C'est-à-dire qu'on s'était fixé, je vais illustrer, des chiens et des chats, et on voulait que cette machine, quand on lui posait un chien devant la caméra, soit capable de dire en sortie c'est un chien ou c'est un chat. D'accord? Alors ce qu'il faut voir là-dedans, et c'est vraiment le début de l'intelligence artificielle,
c'est que là, je vous ai proposé un neurone de manière, quelque chose de très statique, d'accord? Et on sent que dans l'apprentissage, quand on apprend une tâche, il y a un certain nombre de connexions qui vont se faire au niveau du cerveau et un certain nombre de processus physiques, chimiques qui vont être mis en place. Et comment on a mis en place ça dans le cadre de cette machine-là? Eh bien, tout simplement, on a dit que dans chacune des entrées de ce neurone, on mettait un poids, d'accord? Une valeur. Et ces valeurs-là venaient en multiplication de ce que l'on mettait en entrée. Typiquement, supposons que vous avez votre rétine artificielle qui, en sortie de ce pixel-là, vous met une tension de 5 volts. Là, vous avez un poids de 2, ce qui fait qu'à l'entrée du neurone, vous avez 2 fois 5, vous avez la valeur 10 qui rentre. D'accord? Et vous répétez ça pour chacun des éléments, chacune des entrées de ce neurone. Et de cette manière-là, vous pouvez lui faire apprendre quelque chose. Alors pourquoi on peut lui faire apprendre quelque chose? Tout simplement parce que ce que vous dites, je veux que mon neurone reconnaisse, différencie un chien d'un chat. Je vais donc adopter le codage suivant. Je veux que la machine, quand je lui présente un chien, me affiche un 0. Et quand je lui mets un chat devant la caméra, il me met un 1. Comment on fait l'apprentissage dans ces cas-là? Eh bien, si je lui mets un chien et que lui, il me dit c'est un chat, je vais bouger un peu les poids ici, comme des potentiomètres, d'accord? Comme un variateur que vous avez pour une lampe halogène, typiquement, vous en avez plusieurs, vous en avez autant, et vous allez régler ces poids en lui disant, bon, tu m'as dit que c'était un chat, vous corrigez un peu de manière à ce qu'il vous dit c'est un chien. Et vous continuez de cette manière-là. Et ce que vous espérez à la fin, c'est avoir bien réglé vos poids de manière à ce que la machine ne se trompe plus. Et vous disent, quand vous lui mettez un chien, il vous sort un 0, et quand vous lui mettez un chat, il vous sort un 1. C'est une façon d'intégrer la connaissance dans une machine. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque, cet ordinateur-là, je vous parlais de potentiomètre, eh bien là, c'était vraiment les molettes étaient tournées, étaient quasiment tournées à la main. D'accord? C'était vraiment électromécanique, tout à fait. On s'est là s'aperçu, et ça c'est un des grands drames, du chercheur en général, que finalement, les promesses qui étaient affichées par ce perceptron et ces avancées quand même qui avaient 10 ans, ne tenaient pas tout à fait leurs promesses. D'accord? On était un peu déçus finalement. Et on s'est même aperçu, il y a eu un papier qui était ravageur par rapport à ça, qui a dit finalement, ce qu'on fait là, c'est des traitements qui sont linéaires, on sait faire ça d'une autre manière, ça vaut pas le coup, etc. Il y avait des millions de dollars qui avaient été dépensés. Il suffit, suite à ça, un article pas très bien pensant et un ou deux rapports administratifs pour tuer une discipline. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, vous avez eu un rapport en 1966 aux États-Unis, on est en pleine guerre froide, et la tâche qui est confiée aux chercheurs à ce moment-là, c'est de développer un système de traduction automatique du russe en anglais. C'était quand même ambitieux parce que c'est quelque chose que l'on sait à peine faire maintenant, je dirais, depuis 5 ans. D'accord? Donc il y a une certaine désillusion et on peut rétrospectivement, il n'y avait ni les moyens techniques, les ordinateurs nécessaires, ni les capacités mémoire, ni le recul suffisant. Et il y a eu, donc ça c'est côté États-Unis, ils ont coupé les livres pour le développement de cette discipline, et vous avez eu un rapport de l'autre côté en 1970 au 12, côté anglo-saxon, qui a fini le travail. Et on est rentré comme ça dans le premier hiver de l'IA, tel que c'est appelé. Vous verrez dans la littérature, on parle du premier hiver de l'IA, qui va durer de 65 jusqu'à 1980. Va apparaître, déjà on continue un peu à travailler sur ces sujets-là quand même, parce que bon, il y avait quand même des résultats, la connaissance a progressé sur ces sujets-là, et il y a eu l'ère des systèmes experts. Alors, les systèmes experts, qu'est-ce que c'est? Ça reprend une partie de la définition de l'intelligence que je vous ai donnée tout à l'heure, et qui est celle du raisonnement. Qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement? Eh bien, un raisonnement, c'est quelque chose qui est basé à partir de règles. Je vais donc raisonner à partir de règles et de faits pour inférer une décision.
De quoi il s'agit? Eh bien, tout simplement, vous renversez quelque chose par terre, ça c'est un fait. Vous voulez nettoyer, eh bien la règle c'est je vais prendre l'éponge, je vais nettoyer. D'accord? Et la décision est. C'est quelque chose de très déterministe, mais à partir d'un fait et d'une règle, je vais pouvoir arriver à quelque chose. Je vois cette jeune personne tout à l'heure. Alors ça, c'est les systèmes experts. Cette jeune personne tout à l'heure jouait avec des Rubik's Cube, c'est typiquement quelque chose qui se prête au système expert. D'accord? Vous avez une configuration, vous avez des règles qui vous permettent de toucher les différentes, le Rubik's Cube pour en arriver, pour le résoudre. Ça, c'est ce que l'on appelle les systèmes experts. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration, ça c'est assez rigolo. C'est quelque chose qu'on trouve sur Internet qui vous permet, qui est très connu, qui vous permet de penser à une personnalité, à un objet ou je ne sais quoi, et le système vous pose des questions. Et en 10 questions, il sait à qui vous avez pensé. D'accord? Mais c'est un système qui est très déterministe dans le sens où il vous pose une question, la réponse vous oriente vers un schéma. Et de cette manière-là, il réduit de plus en plus l'espace des solutions. Alors, ça, c'est vraiment les années 85. D'accord? Un exemple, c'est un exemple qui ne va pas bien fonctionner, mais si on a l'idée de faire un système de reconnaissance automatique de caractères, ce que l'on peut faire, c'est on parcourt tout l'alphabet et puis on essaie de voir comment chaque lettre de l'alphabet, les 26 lettres de l'alphabet, allumerait les différentes cases. D'accord? Pour pouvoir dire, eh bien, ça c'est un F, si par exemple j'ai toute la ligne A qui est allumée, la ligne D et la colonne numéro 1. D'accord? Et je peux distinguer du E qui a la colonne G en plus et du P qui a cette forme-là qui est fermée. Vous voyez que c'est quelque chose de très déterministe là. J'écris ça. Alors les systèmes experts, ça a été développé et on a conçu des systèmes avec plus d'1 million de règles. D'accord? Avec une difficulté là-dedans, c'est quand même, vous avez des règles qui vont se contredire. Et ça demande d'énormes efforts de mise en cohérence. C'est encore utilisé aujourd'hui, d'accord, typiquement pour les consultations médicales par téléphone, comme on peut en avoir, je pense, au Canada, où vous téléphonez, vous avez quelqu'un qui vous répond, une intelligence artificielle, un système expert qui va vous dire « Bonjour madame, est-ce que vous avez une température? Oui. Est-ce que vous avez mal aux oreilles? Non. Est-ce que vous avez mal à la gorge? Oui. » Et de cette manière-là, vous avez une angine, il faut consulter. D'accord? C'est donc un type de connaissance que l'on peut intégrer dans un système expert. La difficulté des systèmes experts, c'est leur déterminisme. Quand vous voulez faire un système de reconnaissance de caractères sur des chèques ou des enveloppes, et que vous avez ce type d'écriture avec lesquelles vous voulez vous battre, vous ne pouvez pas concevoir un système expert avec ça. Il y a trop de variabilité. D'accord? Beaucoup trop de variabilité. Et ça, qu'est-ce que ça a provoqué? Le deuxième hiver de l'IA. 1985-1995. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans les années 90, vous aviez un certain nombre de chercheurs qui continuent à travailler sur les neurones artificiels. Et vous avez notamment Yann Lequin, qui est maintenant le directeur scientifique du laboratoire FAIR, il est chez Google. D'accord? Il a commencé donc il a passé sa thèse en France, Paris 6. Il s'est expatrié à l'université de New York et il a commencé à travailler, à essayer de mettre en œuvre un système pour la reconnaissance des écritures sur les chèques. D'accord? Et il a travaillé. Il fallait être courageux à cette époque-là, hein, parce que l'intelligence artificielle, ces algorithmes-là, pour tout dire, ça n'avait pas bonne presse. Ça n'avait pas bonne presse parce qu'il faut se remettre dans un contexte qui est le contexte français, le contexte russe, où il y a une certaine excellence pour les mathématiques, pour quelque chose de très formel. Et quand on commence à essayer de bidouiller un peu des machines et des potentiomètres pour essayer d'apprendre à une machine à faire quelque chose, vous avez tout de suite l'académisme qui revient et qui vous dit c'est pas comme ça qu'il faut procéder, on ne va pas commencer à regarder un peu comment on écrit les lettres, etc. Il faut un modèle statistique. D'accord? Donc, à cette époque-là, c'était pas facile d'en faire.
D'accord? Je vous parlais de l'Université de technologie Compiègne, il y avait une formation sur ces choses-là, couplée à des mathématiques à côté, mais c'était très sexy, parce que ça ouvrait un champ de possibles d'application qui était très très important, mais c'était pas bien. D'accord? Alors, 95, on entre dans l'ère du machine learning, on change de paradigme. Machine learning, c'est l'apprentissage machine. Et par rapport, c'est le deuxième aspect que l'on a exploité de la définition de l'intelligence. Je vous ai parlé, on a tenté la voie du raisonnement, on n'y est pas arrivé. On a tenté la voie de l'apprentissage à ce moment-là, pour essayer d'intégrer toute cette variabilité que l'on peut observer lorsque l'on veut traiter un sujet. Par exemple, lire les messages sur un chat. Donc, en plus du raisonnement, une composante importante de l'intelligence est l'apprentissage. Et là, le fait de se lancer dans l'apprentissage à partir d'exemples va faire rejaillir la discipline. C'est pas fini. C'est comment on procède? Eh bien, on s'est dit, plutôt que d'élaborer des règles, de prendre son stylo et de dire, bon, je veux concevoir un système pour faire du diagnostic médical, je vais écrire toutes les règles, je vais interroger des spécialistes, je vais dire, bon, s'il y a ceci, c'est cela, il faut redemander ça, etc., pour aboutir à un diagnostic. Là, on s'est dit, on ne va pas faire pareil. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va constituer des bases d'exemples. Typiquement, ici, vous avez une collection de photos. Là, vous avez une colonne avec des pommes, là, vous avez une colonne avec des ballons. Eh bien, si l'on voulait concevoir un système qui permet de distinguer les pommes des ballons, l'idée maintenant, c'est de mettre en entrée du système des images et des images de ballons et des images et des images de pommes, en lui disant, ça, il faut que tu apprennes que cette image-là, c'est un ballon. Ça, il faudra que tu me dises que c'est une pomme. D'accord? Et c'est ça la notion d'apprentissage. C'est-à-dire, c'est apprendre par des exemples. Alors, il faut se replacer aussi un peu dans le contexte. 95, bon, l'Internet, c'est un peu les débuts. C'est pas développé, les systèmes ne sont pas encore interconnectés tel qu'on peut l'avoir à l'heure actuelle. On n'a pas non plus les capacités mémoire pour stocker des images. Et ces types de systèmes-là sont extrêmement gourmands en ressources. D'accord? C'est-à-dire que pour apprendre, je vous ai montré tout à l'heure, et on reverra ça par la suite, un enfant, à 1 an, il sait marcher. D'accord? Pour voir des robots marcher tels que vous l'avez vu là, ça va se passer en accéléré parce qu'on met des ordinateurs très puissants derrière, et si on devait décrire toutes les heures passées dans l'apprentissage, c'est des milliers d'heures. D'accord? De la même manière, pour le langage, on va le revoir tout à l'heure, un enfant parle à 2 ans, à peu près, une machine, en temps machine, c'est des dizaines d'années. En accéléré encore, si vous avez les machines qui vont avec. D'accord? Donc il faut quand même voir l'intelligence artificielle, c'est bien, ça fait des tas de trucs, mais il faut des machines qui derrière bombardent. Alors, là, je voulais simplement, je vous montre un peu les limites. Bon, on va aller un peu plus loin dans la notion de machine learning, comme je viens de la présenter, l'apprentissage à partir d'exemples, mais je voulais vous montrer que ce choix-là a aujourd'hui une grande importance et nous a cloisonnés dans un domaine. On n'en est pas encore au prochain hiver, d'accord? Mais on est cloisonné dans un domaine qui est celui de l'intelligence spécifique. C'est-à-dire que le contexte est restreint, les tâches sont uniques, et c'est ce que l'on fait à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si vous voulez entraîner une machine à lire des enveloppes, des codes postaux, il faut lui montrer des codes postaux. D'accord? Si vous voulez utiliser cette machine-là derrière pour vous lire un livre de Victor Hugo, ça ne va pas être possible. D'accord? Il n'a pas appris, il ne saura pas faire. C'est-à-dire qu'on est vraiment très cloisonné à un domaine. Et ça, c'est à mettre en opposition à l'intelligence générale, qui est celle de l'humain, qui est qu'un apprentissage dans un domaine va pouvoir être exploité dans un autre domaine. D'accord? Et ça, c'est à l'heure actuelle le Graal pour l'intelligence artificielle. On n'y est pas encore. On est vraiment dans cette notion d'intelligence spécifique. Alors, les exploits
qui ont contribué à l'essor du machine learning, ce sont ceux-là, d'accord? C'est devenu médiatique, beaucoup d'argent a été investi à partir de ce moment-là pour arriver aux résultats qu'on a. Et ces résultats, le premier qui était spectaculaire, c'est 96-97, c'est Kasparov contre Deep Blue. La première partie en 96, enfin le premier match en 96, va se solder par la victoire de Kasparov. Mais ce n'est pas une victoire totale, il a perdu quelques parties. 97, la nouvelle machine Deeper Blue, donc c'est une machine d'IBM, va le battre. D'accord ? Et à partir de là, on est passé de l'autre côté. Les humains ne peuvent plus battre les machines aux échecs. Ensuite, autre fait pour lesquels on est moins sensibilisé en France, c'est le jeu Jeopardy aux États-Unis, 2011. Et ce jeu-là, quel est-il? Et en fait, aux candidats, on leur donne une réponse. Ils doivent imaginer la question correspondant à cette réponse-là. D'accord? C'est une espèce de question pour un champion. Ils avaient réuni les deux plus grands champions de ce jeu-là aux États-Unis, Jeopardy, ces deux personnes-là, et ils les ont confrontés à un ordinateur d'IBM, c'est l'assistant Watson, d'accord, que vous avez sur certaines machines, qui est maintenant dans le grand public. Et cet assistant Watson leur a mis une pilée, d'accord. Il les a battus à plat de couture. Donc, très grand succès médiatique. Et plus récemment, 2016, c'est quelque chose qui s'étale sur 3 années, 2015, 2016, 2017, c'est le jeu de Go qui était le Graal en termes de jeu, de difficulté de jeu. Et ce que l'on disait à ce moment-là, c'est que, eh bien, on n'aurait pas d'ordinateur qui serait capable de battre un humain, un grand maître international au Go. Et pourtant, c'est fait en 2016 et 2017. D'accord ? Alors, comment procèdent ces machines-là? Et depuis, on a dépassé largement même les pensées, c'est AlphaGo, c'est Google. D'accord ? C'est la machine Google. Alors, comment procèdent ces machines-là? Elles procèdent par une technique qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, ce que l'on utilise aussi pour les robots, ou aussi pour garer de manière automatique des voitures. C'est-à-dire qu'on procède de manière en essai-erreur. C'est-à-dire qu'à la machine, on lui dit ton objectif, c'est de gagner cette partie d'échecs, typiquement. Et on l'a fait jouer contre elle. D'accord ? Et si elle arrive à se battre elle-même, elle est récompensée. Donc, la version qui joue contre l'autre va s'améliorer. Et si au contraire elle a perdu, eh bien, elle va être pénalisée, elle va chercher une autre stratégie. D'accord ? On explore de cette manière-là toutes les voies possibles. Pour les robots, c'est pareil. Le robot, on l'a pas mis debout en lui disant maintenant lève-toi et marche. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord ? On le met d'un côté, on lui dit bon, c'est là-bas que tu dois aller. Alors il y a des essais, je vous ai montré les robots humanoïdes, on les voit tomber, etc. Mais on les fait marcher, ils tombent, on les relève, ils tombent un peu plus loin, et de cette manière-là, et à un moment va surgir la stratégie qu'il faut pour marcher. D'accord ? Donc ça, c'est ce que l'on appelle de l'apprentissage par renforcement. C'est ce qu'utilisait aussi pour garer les voitures. D'accord ? Vous voulez faire un créneau, la voiture, vous lui dites, bon, elle est comme ça, il faut qu'elle aille là entre les deux voitures. Si elle touche, boum, une sanction. D'accord ? Et on la remet et on lui dit de recommencer. Et de cette manière-là, ce sont des algorithmes d'optimisation, c'est purement mathématique. On fait tourner des machines, on joue des scénarios. D'accord ? On joue des scénarios, et puis à un moment, il y a un scénario qui fonctionne, et le système va adopter cette stratégie. D'accord ? Et va la renforcer d'une certaine manière. Alors, il y a aujourd'hui en santé, je vais vous donner quelques exemples maintenant. La détection de mélanome, des cancers de la peau. Le taux de reconnaissance, c'est une étude qui est sortie dans Nature, 95% à l'heure actuelle. Pour un humain, c'est 87%. D'accord ? Donc vous voyez que c'est beaucoup mieux. Par contre, encore une fois, il faut nuancer par le nombre d'images sur lesquelles l'intelligence artificielle s'est entraînée. 130 000 images. Jamais un médecin, un dermato ne verra 130 000 images de mélanome durant ses études, ou même durant sa vie. D'accord ? Donc, on essaie
essaie d'être exhaustive par rapport à ce que l'on présente à la machine. Et de cette manière-là, elle finit par connaître à peu près tous les cas de figure et atteindre ce niveau de performance. Vous avez également eu un challenge sur la détection de cancer du sein, avec un certain nombre de performances qui sont largement supérieures pour les machines également. Et encore une fois, 640 000 mammographies étudiées par l'ordinateur. Ça vous donne, encore une fois, il n'y a rien de magique par rapport à ça. Okay, enfin, il y a quand même des mathématiques, il y a de l'informatique très très importante, il y a des algorithmes, ça reste des choses compliquées. Il y a une chose, on n'arrive pas encore à faire je dirais du green IA, c'est-à-dire qu'on est obligé de montrer. Électrocardiographie, pareil, des niveaux de précision et de décision qui sont larges, qui surpassent ceux des humains, mais encore une fois, 500 000 électrocardiogrammes étudiés par la machine. D'accord? Donc on fait mieux. On fait mieux, mais simple. L'IA en parole. Alors là, ça me permet un peu de vous évoquer une période de ma carrière qui est assez récente. Hein. C'est les années de, je dirais, entre 2015, c'était hier. Et dans le domaine du traitement de l'information, traitement d'image, traitement du signal, traitement de la parole, ce qu'il faut voir, c'est que la parole, c'était le sujet du traitement de la parole. Alors, je vous parle de deux problèmes phares. La reconnaissance automatique de la parole, ça consiste à faire parler quelqu'un et à ce qu'il y ait une retranscription automatique de ce qu'il dit. D'accord? Et vous avez le deuxième point qui est le traitement du langage naturel, qui est l'interprétation du signal de parole. Enfin, ça peut venir après ça. Entre dans cette case-là les systèmes de traduction automatique, typiquement tels que vous les avez. D'accord? C'était les gens qui faisaient de la reconnaissance automatique de la parole, utilisaient des méthodes statistiques, les chaînes de Markov pour ceux à qui ça parle, et étaient des gens qui avaient une très grande science par rapport à la façon dont on parle, à la façon dont le son est produit, à la façon dont les phonèmes vont s'enchaîner les uns après les autres. D'accord? Donc il y avait toute une science par rapport à ça, et également de très fortes compétences en statistique. Et dans les années 2015, c'est dans le domaine du traitement de la parole, qui est un domaine que je connais bien, les spécialistes ont pris une raclée à une conférence, tout simplement parce que des petits jeunes, qualifiés comme ça, s'étaient mis à utiliser l'intelligence artificielle pour traiter le problème de la parole. Ce qu'ils ont fait, ça a été assez simple. Ils ont pris des enregistrements, des retranscriptions à côté, ils ont mis entre les deux une intelligence artificielle qui a pris tout ça, et en termes de performance, il y a eu un gap qui a été on est passé d'un taux de, je ne me souviens plus, mais je dirais de 60% de reconnaissance à 75%, et on est passé directement de quelque chose qui était artisanal, qui n'était pas encore très fonctionnel, à quelque chose qui pouvait être mis en ligne directement et dans un assistant personnel tel que vous les avez aujourd'hui. Donc ça, c'est il y a 5 ans, 5-7 ans, d'accord? Et c'est marrant de voir comment un domaine a été balayé comme ça par une technique, mais avec un gap de performance qui était énorme. C'est-à-dire que, et ça va expliquer l'effervescence que vous voyez actuellement. Alors, je vais finir quand même avec, j'évoque ça, la parole, ça a été pareil dans le traitement d'image. Traiter des images, c'est très compliqué. Déjà, ce sont des supports d'information qui sont très grands, il faut les modéliser, enfin, il faut les mémoriser, et vous aviez une batterie de traitements avec lesquels on travaillait pour enlever le bruit, pour construire les objets que l'on voit sur ces images. Donc quelque chose de très compliqué. Appel à la statistique massivement. L'IA est arrivée, notamment pour la reconnaissance d'objets dans les images. Des chiens, des chats, ça, je caricature un peu, mais ça ne sert pas qu'à ça. Vous avez des tas d'applications. Vous avez, je ne sais pas moi, des caméras qui permettent de calculer la profondeur. Vous avez peut-être vu avec l'iPad, vous le baladez, vous dites ça fait 1m20, etc. Donc vous avez des tas d'applications. Tout ça, c'est le deuxième sujet sur lequel les spécialistes ont pris une raclée. D'accord? Et ça, c'est fait en 2 ans. Et on a changé complètement de paradigme. Alors, je ne dis pas que c'est bien. D'accord? On a changé de paradigme, tout le monde s'est engouffré dans un moyen, sur un type d'algorithme, un type de méthode.
délaissant une certaine partie de compétences, finalement, des compétences qui ont fait aussi l'excellence académique, les statistiques, les mathématiques, etc. D'accord ? Mais c'est quelque chose, ça vaut le coup de le vivre dans une vie. Alors, je vous parlais d'IA de la parole, là, c'est les performances en reconnaissance automatique de la parole, c'est donc de la transcription. Ici, cet axe-là que vous voyez, c'est le taux d'erreur commis pour la reconnaissance de certains mots. D'accord ? C'est le taux d'erreur par mot. Et vous voyez, ça, c'est les performances des machines entre 2016 et 2020, avec les performances de l'humain qui sont représentées ici. D'accord ? Et avant ça, c'est les moyens que je vous disais, celui que j'évoquais, qui est 2014-2015, et c'est l'apparition aussi de Deep Blue, etc., de ces supercalculateurs, qui correspondent aussi à ça. D'accord ? Donc maintenant, vous voyez, on a 2,6%, qui est quelque chose qui est très... à la limite, quelque chose qu'on n'arrivera pas à passer au-dessus, parce que vous avez ce taux d'erreur qui va venir aussi de l'accent, etc. D'accord ? Donc c'est quelque chose... Alors, les applications, les assistants personnels, Alexa, Siri, etc., les banques vocales, quand vous voulez interroger votre banque avec votre téléphone, vous dialoguez simplement quand vous avez un système de reconnaissance. Les transcriptions médicales et l'analyse, de la même manière, vous pouvez avoir, vous avez certains systèmes où vous dialoguez avec un médecin, un psychiatre, etc., et vous avez retranscription de l'analyse qui est faite, qui permet notamment derrière de faire des analyses de ces documents, de diagnostiquer un certain nombre de choses. Un sujet emblématique, la voiture autonome. Tesla, d'accord, par excellence. Tesla, qu'est-ce que c'est ? C'est 48 réseaux de neurones qui sont connectés à 8 caméras et c'est 70 000 heures GPU d'apprentissage. 70 000 heures. Combien de temps on met pour apprendre à conduire une voiture avec un bon instructeur ? 20 heures, d'accord ? Donc ça vous place un peu dans le contexte. C'est-à-dire, quand on fait l'IA, il ne faut pas être avare, d'accord ? Il faut mettre des watts, il faut des données, etc. Et la stratégie Tesla par rapport à ça, qui a besoin d'entraîner ses véhicules, son système d'apprentissage, eh bien, les véhicules sont connectés à la compagnie, et lorsque quand le conducteur a donc enclenché le pilote automatique, et il a besoin de reprendre les commandes parce qu'il se passe quelque chose qui n'est pas prévu par la machine, ces scènes-là sont directement renvoyées chez Tesla, qui continue à mouliner et continue à faire de l'apprentissage actif des réseaux de neurones qui sont sur les voitures. D'accord ? Je pense que ça, 70 000 heures de GPU, ça fait beaucoup. Il faut vraiment avoir ça en tête. Il faut voir la quantité d'énergie que ça représente. Et simplement pour vous donner une idée, le cerveau humain, donc c'est 20 heures d'apprentissage, et la consommation, c'est 10 watts, un cerveau. D'accord ? Donc c'est même pas une ampoule. Donc il faut mettre ça. Et n'empêche que ça conduit des voitures. D'accord ? C'est qu'on a les moyens de les faire, on a les moyens de le faire. Je ne critique pas le fait qu'on mette beaucoup de machines en avant. On peut en discuter de ce genre de choses. Mais c'est ce que l'on fait, c'est qu'on s'est enfoncé dans un paradigme, on résout plein de problèmes du quotidien, et c'est une façon de faire. Comment ça fonctionne ? Ça, je ne l'ai pas encore évoqué. Eh bien, on pense aux neurones artificiels de McCulloch et Pitts. C'est la même chose. Donc c'est 1900, je ne sais plus, je vous ai dit, c'est 33 ou 37, je ne sais plus. C'est le neurone artificiel de McCulloch et Pitts qui est là, qui a été réutilisé dans le perceptron, que l'on avait mis au placard avant le premier hiver de l'intelligence artificielle. Et l'idée qu'il y a eu, c'est de prendre, au lieu d'utiliser un neurone, eh bien, de le dupliquer. C'est-à-dire que chaque point gris que vous voyez là, c'est un neurone. Et les sorties des neurones d'une couche donnée vont alimenter les neurones qui viennent loin derrière. Et on empile, on fait jusqu'à 100 couches. Et de cette manière-là, on nourrit ensuite ce neurone, cette architecture, ce réseau de neurones, avec des exemples. Et on lui dit, là, je vais te donner des photos de chiens et de chats. Donc, cet exemple-là. Je mets une photo de chien. Là, je lui dis, je vais te mettre un 1. S'il ne met pas un 1, on bouge toutes les connexions
tous les points correspondants aux neurones. Et c'est là que la difficulté à intervient. C'est que sur ce type de structure-là, on a connu l'explosion dont on voit les effets aujourd'hui grâce aux supercalculateurs que l'on a été capable de produire. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas se faire avant. C'est-à-dire que pour une structure comme ça, on met 100 couches. En entrée, vous avez autant de neurones que vous avez de pixels sur une image. Vous prenez le moindre ordinateur, je ne sais pas combien de pixels sur mon écran, mais c'est des choses qui sont énormes. Vous avez ici de l'ordre du milliard de paramètres à régler. Du milliard de paramètres. Il faut avoir ça en tête. Et si vous avez 1 milliard de paramètres à régler, qu'on réglait quasiment de manière électromécanique avec le perceptron, là, c'est bon, c'est des supercalculateurs qui font ces choses-là, d'accord? Et je ne sais plus ce que je voulais dire, ce milliard de paramètres, il faut imaginer qu'il faut à peu près du même ordre de grandeur d'exemple que vous allez mettre en face. Vous avez un paramètre à régler, il faut au moins lui montrer une image en disant « Toi, il va falloir que tu me donnes un chien ou un chat ». Donc ça vous donne à peu près la quantité d'informations qu'il faut mettre en entrée. Pourquoi les planètes se sont alignées il y a 7 ans à peu près? Pour plusieurs raisons. L'apparition des supercalculateurs, d'accord, que l'on a utilisé pour les jeux, d'ailleurs, dans un premier temps. Et surtout, l'apparition d'immenses quantités de données qui étaient disponibles. Ce qui n'était pas le cas lorsque Yann Lequin, donc, qui est chez Facebook, travaillait sur ses codes postaux. Les codes postaux, il fallait faire des photos, etc., les traiter de cette manière-là. Là, avec la puissance de l'Internet, l'interconnexion de toutes ces bases de données, eh bien, ça permet, notamment aux GAFA qui sont à la source de tout ça, de disposer de quantités mirifiques de données qui permettent de faire l'apprentissage de ce type de réseau de neurones. D'accord? Et vous participez, vous-même, ce que l'on appelle le crowdsourcing, à étiqueter les bases de données. D'accord? Typiquement, quand vous faites des CAPTCHA, c'est ce qui permet d'identifier si vous êtes un humain, quand vous voulez vous connecter sur un site, il va vérifier si vous êtes un humain ou si vous êtes un robot. Il vous demande d'étiqueter un certain nombre. Il faut cliquer sur ce qui représente, et vous voyez une colline, vous voyez un vélo, vous cliquez, etc. Quand vous faites ça, vous faites tout simplement de l'étiquetage de données pour des réseaux de neurones qui vont intervenir derrière. D'accord? C'est une contribution. Et vous avez ce type de phénomène quand vous utilisez les moteurs de recherche, où vous cherchez par exemple une photo de charroux, vous allez taper sur Google charroux, il va vous sortir un certain nombre d'images, et vous allez à un moment sélectionner une image. Donc ça vous permet de faire la connexion entre ce qu'est un charroux et l'image correspondante, parce que vous l'avez sélectionné. D'accord? Donc ça, c'est ce que l'on appelle le crowdsourcing, qui consiste maintenant à utiliser toutes les informations que l'on peut récupérer des usagers pour ça. Okay? Donc, c'est en ce sens, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de chemin, et peu de chemin finalement a été fait depuis la maculothérapie, puisque c'est le même neurone que l'on a surdéveloppé. Bon, il y a eu des impasses dans la recherche, telles que les systèmes experts, et que ça soit utilisé, et maintenant on s'est lancé sur ce type de technique, et c'est des réseaux deep. Alors, j'en viens pour un peu préciser le vocabulaire. L'intelligence artificielle, je vous ai dit ce que c'est. C'est donc une intelligence que l'on essaie de rendre synthétique. D'accord? Au sein de l'intelligence artificielle, vous avez plusieurs courants. Vous avez un courant qui sont les systèmes experts, il y en a d'autres, et vous en avez un qui est le machine learning, ou l'apprentissage machine. Vous entendez toujours parler de machine learning. Le machine learning, c'est ça, c'est de l'apprentissage à partir d'exemples. Et on vous parle aussi de réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est ça. Et on vous parle beaucoup de deep learning. Deep, voulant dire profond en anglais. C'est des réseaux deep, c'est-à-dire des réseaux avec beaucoup de couches. D'accord? Tout simplement. Donc vous avez toutes ces idées qui correspondent vraiment à des concepts très précis. Donc comment ça marche aujourd'hui? C'est l'association de ces trois choses. D'immenses bases de données, des supercalculateurs, et des très 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 grands réseaux de neurones. D'accord? La puissance des calculs, on la voit ici. Alors on parle souvent de la loi de Moore qui disait que la puissance qu'on devait faire doubler, la puissance de calcul
des calculateurs tous les 2 ans pour suivre à peu près les besoins. C'est les besoins qui créent cette augmentation de la puissance. Et ce que l'on peut voir, c'est que depuis cette explosion du machine learning, je dirais 2010-2015, on reconnaît bien ces périodes-là, vous avez la puissance calculatoire qui double à peu près tous les calculs. D'accord ? Avec des supercalculateurs que vous connaissez, c'est AlphaGo 0. Alors ça, c'était le premier. Et tous ces... Alors vous pouvez voir aussi à quoi ils sont utilisés, beaucoup au jeu, mais c'est ce qui a motivé, qui a fait avancer ces techniques-là, le Go, les échecs, etc. Beaucoup le speech, donc la parole, et un certain nombre, la vision, puisqu'on va la voir dans les véhicules, vous l'avez sur le téléphone, ça correspond à des applications de tous les jours. Alors, là, ici, vous avez le nombre de pétaflops. C'est donc un pétaflop, c'est 10 puissance 15 calculs par seconde. C'est un 1 avec 15 zéros, d'accord, calculs par seconde. Et là, ça représente le nombre, la durée d'apprentissage à ce rythme-là de la machine. C'est-à-dire que pour cette application, je vais prendre AlphaGo 0, c'est typiquement le Go. Eh bien, vous voyez que c'est 50. Je ne sais plus la graduation, c'est... Alors là, j'ai oublié l'unité. Ça, c'est des jours, ça. C'est des jours, 50 jours d'apprentissage à un rythme de 1 pétaflop, voilà. Ce qui représente, ici, si vous utilisez un ordinateur comme ça, 70 ans, d'accord ? Il faudrait faire tourner la machine 70 ans pour... je ne parle pas des capacités mémoire qui doivent être aussi à l'échelle, mais ça vous donne un peu un ordre de grandeur. Alors, où on en est aujourd'hui? La question qu'on peut se poser, on a connu beaucoup d'hivers dans cette discipline qui est finalement très ancienne, Alors, je dirais on est un peu dans toutes les saisons. Alors, on n'est pas dans l'hiver, d'accord? On n'est pas dans l'hiver, je dirais qu'on est au printemps pour tout ce qui est des applications, d'accord? C'est-à-dire qu'on a un niveau de maturité maintenant qui permet de mettre de l'intelligence pratique pour tout le monde. Et dans l'introduction, vous avez donné un certain nombre d'exemples qui étaient tout à fait ceux-là. C'est quelque chose, ça va apparaître dans la médecine, en physique, dans les transports, en écologie, etc. C'est des outils où on commence simplement à les exploiter, à les diversifier dans les tâches qu'on va leur offrir. On est, je dirais, en plein été par rapport à cette technique du machine learning, apprendre à partir des exemples. C'est-à-dire que là, on est au niveau scientifique, on commence à affiner les algorithmes. Alors, on travaille toujours avec les mêmes neurones, McCulloch-Kibitz, mais on joue un peu sur l'architecture des réseaux de neurones. Là, je vous ai montré quelque chose de très pyramidal. On a beaucoup d'entrées, les neurones, vous voyez, progressivement, il y en a de moins en moins quand j'avance dans les couches parce que ça synthétise l'information pour arriver à la fin d'une décision. D'accord? Et on sait changer ces choses-là pour adapter ça à différents types de problèmes. Donc là, je pense qu'on est en plein été. Là où on pourrait peut-être être en automne, c'est par rapport au paradigme, d'accord, du machine learning. C'est-à-dire on sent maintenant que pour enclencher la seconde, il faudrait revenir à cette notion de raisonnement. Pour l'instant, ce que l'on sait faire, c'est de l'apprentissage brutal, pas économique, mais il n'y a pas de raisonnement. Et les machines que l'on conçoit sont prévues pour remplir une tâche, donc elles ne sont pas encore prêtes à échapper à notre contrôle comme HAL dans l'Odyssée de l'espace, d'accord? On n'en est pas là. On pourra y arriver si on est capable de passer au raisonnement, de mettre une surcouche par rapport à ça, qui va permettre de faire du transfert d'apprentissage vers d'autres tâches et permettre à ces machines de s'émanciper. Mais on n'est pas en hiver encore. Le progrès, et je suis impatient de voir ne serait-ce ce qui va se passer dans les 2-3 prochaines années. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre très bien. Une question, c'est pour situer les algorithmes, vous avez défini
Exactement. Et donc là, c'est basé sur des modèles mathématiques qui permettent d'affecter ça. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est des algorithmes d'optimisation qu'on utilise depuis. C'est des algorithmes d'optimisation qui permettent, on a une fonction coût, et on veut faire décroître cette fonction coût en gros sur les poids. Et donc ces algorithmes-là, effectivement, l'algorithmie intervient au niveau du réglage des poids. Et il faut une algorithmie qui soit très aboutie, compte tenu du nombre de variables de secondes. Est-ce que les scientifiques sont propres à chacun des domaines dans lesquels ils sont utilisés? Je dirais non. Non. On utilise un algorithme, alors après il y a eu quelques variations, mais l'algorithme que l'on utilise et c'est Lequin, Yann Lequin, donc le patron de Facebook, qui a proposé dans les années 90, alors il n'était pas le seul, il y avait Bengio et je ne sais plus le troisième, c'est dommage, ils ont eu le prix Turing en 2019, donc la médaille Fields, l'équivalent de la médaille Fields en informatique, et ils ont défini un algorithme qui s'appelle la rétropropagation du gradient, et basiquement, la rétropropagation du gradient, elle consiste à dire quoi? Bon. Elle consiste à dire, je mets quelque chose en entrée, un chien, je veux que tu me dises que ça soit mettre un 1 pour signifier que c'est un chien. S'il me met autre chose, ce que je vais faire, c'est que je vais régler, je vais repartir des poids les plus externes, les derniers, et je vais remonter petit à petit. C'est cet algorithme-là que l'on appelle la rétropropagation du gradient, c'est on rétropropage l'erreur. Eh bien, c'est cet algorithme-là qui permet de faire les choses. Mais il y a eu des variations, parce qu'ensuite, on est confronté au gigantisme du nombre de poids qu'il y a à régler, et on n'explore pas tout l'espace. Il y a des stratégies qui se mettent en place. Mais c'est un même algorithme qui est décliné sur une même structure. Et ça, quelle que soit l'application. Ça, c'est du médical, de la Tesla ou de je ne sais quoi, c'est ça. C'est un côté très pratique d'un point de vue ingénierie, c'est que ce sont des choses qui sont câblées. C'est-à-dire que derrière, une fois que l'apprentissage a été fait, c'est que des sommes. Des sommes, on fait des plus, des multiplications, et on se fait. Donc c'est en ça, on peut avoir une certaine frustration, c'est faire aussi bien avec aussi peu de moyens académiques. D'accord? Mais il ne faut pas bouder son plaisir. C'est-à-dire que ce qu'on prédit, c'est que derrière, et on fait de plus en plus ça, c'est de faire des réseaux de neurones qui soient inspirés par la physique. Ça, c'est quelque chose qui est très à la mode. C'est-à-dire qu'il y a eu un tout modèle, on avait besoin de définir des modèles pour toutes les disciplines de physique, par exemple. On a un peu abandonné ça, mais maintenant, on se dit les modèles, c'est quand même pas mal, et de les intégrer dans des réseaux de neurones, pour que les réseaux de neurones soient physiquement inspirés, c'est la dénomination anglaise, c'est ce que l'on cherche à l'heure actuelle. C'est un des premiers points. Un autre point par rapport à l'algorithmie, c'est les dangers quand même que font courir les réseaux de neurones. Un réseau de neurones est capable de répondre à une question pour laquelle il a déjà vu beaucoup d'exemples. D'accord? Par contre, s'il se retrouve dans un cas de figure qu'il n'a jamais vu, alors là, c'est un soleil. Donc un deuxième sujet de recherche d'actualité, c'est l'interprétabilité des réseaux de neurones. C'est-à-dire d'essayer de voir un peu comment l'information est stockée, quelles sont, finalement, comment il a intégré cette information-là. Pour cela, je vous dis, on rétropropage, et puis hop, on met sur la PSA, et puis voilà. Maintenant, on essaie de se poser des questions. Et là, d'ailleurs, il y a un petit exemple qui apparaît là, en étudiant un peu les réseaux de neurones et de la manière dont ils intègrent la connaissance. On s'est aperçu que les premières couches, celles qui voient les données, qui sont très proches des données, elles implémentent des fonctions de traitement d'image basiques que l'on apprenait à l'école, que l'on apprend à l'école. D'accord? Des très basiques. C'est-à-dire, je voudrais faire de la détection de carrelage contre de la moquette.
eh bien, je vais mettre des photos de carrelage, des photos de moquette, et ce que va vite retrouver un réseau de neurones, c'est qu'il y a des arêtes, d'accord, des lignes. Et donc, en fait, dans ces couches-là, on va voir qu'ils cherchent à faire des lignes. Là, vous voyez des petites lignes partout, sur ce petit exemple. Et ce que l'on constate en allant de plus en plus profond dans le réseau de neurones, c'est qu'il acquiert de manière automatique, et ça c'est quand même beau, il ne faut pas tout jeter, mais des informations, il les intègre avec un niveau conceptuel de plus en plus important. C'est-à-dire qu'ensuite, vous allez voir dans un système de reconnaissance faciale, vous allez en voir ensuite apparaître des nez, des oreilles, des choses comme ça, qui n'existent pas. C'est de la connaissance qui a été synthétisée à l'intérieur. Et ensuite, vous avez des connaissances encore beaucoup plus conceptuelles qui vont être des visages. Et des visages qui n'existent pas non plus. D'accord ? Mais le réseau s'est construit une vision de ce qu'est un visage pour lui. Et vous avez dû voir déjà dans la littérature où, au journal télévisé, on vous montre des paysages qui ont été extraits, par exemple, des réseaux de neurones. Et vous avez des trucs qui sont complètement... c'est joli, quoi. Hein, c'est vraiment un visage. Vous faites un réseau de neurones, après c'est joué, hein, qui va classer des salles de bain par rapport à des salons ou autre chose. Ensuite, vous allez regarder ici, vous avez des salles de bain. Et des salles de bain que vous n'avez jamais proposées. Pourtant, vous avez trouvé la baignoire, le lavabo et le porte-serviette. D'accord ? Donc là, cette connaissance, elle est vraiment synthétisée. C'est quand même beau. C'est quand même beau. Mais si par contre, il n'a jamais vu, alors là... Alors il y a des expérimentations qui sont... Après, je vais laisser poser une deuxième question parce que je parle beaucoup. Et vous avez des expérimentations qui consistent... qui sont très drôles. Un des autres sujets actuellement en machine learning, c'est d'essayer de tromper les réseaux de neurones. Alors ça peut être fait pour rigoler, mais ça peut être fait aussi dans d'autres buts. Et notamment quand vous avez des systèmes de reconnaissance faciale dans les aéroports, certains se sont amusés à concevoir un t-shirt avec une certaine photo. Ce n'est pas une photo, ça ressemble à la mire que vous aviez sur les télés à partir de minuit. C'est rond avec les taches de couleur, etc. C'est quelque chose qui ressemble un peu à ça. Les personnes qui passaient devant les caméras avec cette mire sur le t-shirt n'étaient pas vues par le réseau de neurones. Donc ça, c'est des sujets. Bon, c'est un sujet de sécurité aussi. Hein. C'est comment pirater un réseau, comment tromper un réseau de neurones. D'accord ? Autre question. Si je comprends bien, en fait, on devient contributeur pour alimenter les neurones en sortant sur le net. Exactement. Je vous le confirme. Oui. Est-ce que dit la loi à ce niveau-là? Puisque maintenant on a quand même une protection des données personnelles, est-ce que on dit rien, c'est permis? C'est un contexte qui est parti. Là, c'est déjà, c'est des choses, je n'en sais rien. D'accord ? Je n'en sais rien. Je pense que derrière, il y a toutes les sécurités qui sont prises pour anonymiser. C'est relevé. D'accord ? L'objectif, c'est pas de... L'objectif, c'est simplement de récupérer des données qui sont étiquetées. Faut y voir ça comme une contribution. Mais on vous fait faire aussi des choses qui ne sont pas... Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus... Alors, je voulais développer ça dans cet exposé, j'ai dû enlever cette partie-là, mais c'est toute la partie qui concerne l'historique des navigations. Ça, c'est aussi un des grands sujets du machine learning que vous voyez là. C'est-à-dire pouvoir proposer à quelqu'un des produits, un voyage, suite à la manière dont il a navigué sur le réseau. Et ça, bon, c'est pas simplement, vous avez regardé, vous avez tapé le mot Turquie, et après vous mettez quelque chose sur la Turquie, c'est beaucoup plus profond que ça. Les spams que l'on vous envoie ensuite derrière, ou les suggestions que l'on vous fait, sont faites avec ce type de système-là. D'accord ? Mais c'est beaucoup plus large que... C'est pas naïf non plus. C'est pas naïf dans le sens où... Alors, vous avez des études comme ça qui vous disent il suffit que... Non, je ne vais pas attiser la peur, mais la navigation, c'est encore autre chose. D'accord ? Parce que je n'ai pas évoqué ces sujets-là aujourd'hui. Mais c'est un autre rapport de données. L'amélioration de l'intelligence artificielle est liée à l'augmentation de capacité de calcul. Oui. Mais l'augmentation
Elle vient du fait qu'on a maintenant des processus simplement on arrive à mettre plus de transistors sur un chip, tout simplement. Il y a des limites, mais pour l'instant, c'est jugé. Alors, je n'ai pas non plus, mais ces limites, vous avez une bonne croissance qui est, selon la loi de Moore, aussi sur le nombre de chips que vous mettez de transistors que vous mettez sur une puce. Oui, tout à fait. On arrive à graver suffisamment finement aujourd'hui. Et on a maintenant des nouvelles générations d'ordinateurs qui vont apparaître, des ordinateurs quantiques, où c'est une autre technologie. D'accord ? Donc là, il y a aussi des choses qui vont se passer avec des ordinateurs, notamment français, qui sont opérationnels depuis un an, quoi. Il y a des choses qui marchent. Il y a une société, une start-up qui s'appelle LightOn. C'est un de mes copains qui l'a créé, qui est de l'école de physique chimie de Paris. Et c'est des ordinateurs quantiques. C'est au niveau de l'atome. Oui, tout à fait. C'est une autre technologie. On n'est plus dans la gravure. Et il y a d'autres aussi méthodes de calcul, le quantum computing. Alors c'est encore autre chose. Mais là on est effectivement du point de vue matériel, on est plus simplement sur la gravure. Il y a des nouvelles technologies et des nouveaux modes de programmation aussi qui apparaissent. Et les Français sont en pointe là-dessus. Les Français sont en pointe. Je ne vais pas faire de cocorico, mais on est en pointe. Alors on se fait beaucoup plier les idées. Il y a beaucoup de chercheurs français qui sont recrutés par Facebook, etc. Ça, c'est un fait. Mais dans le domaine du traitement de l'information, de manière générale, la France est une des premières nations au monde. Et originellement, pour notre formation mathématique. Pas les seuls. Il y avait les Russes, il y avait un certain nombre de nationalités, mais sur ces domaines-là, c'est des sujets qui sont apparus très tôt, même sur la Côte d'Azur, avec l'essor du sonar, avec un certain nombre d'entreprises qui étaient là, Thales, etc. C'est des choses qui sont... c'est une spécialité française. Je ne dis pas qu'on va la garder, etc. Mais les Français sont bien placés par rapport à ça. On pêche aussi un peu par le nombre. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, vous avez une bonne idée, vous publiez, et derrière, vous prenez une avalanche, vous êtes noyé par les Chinois, par c'est comme ça, on est 50 millions, on n'est pas plusieurs milliards. Puisqu'on a parlé de l'ordinateur quantique, et que vous avez dit quelle capacité on a en déjà fait? Je ne peux pas vous dire. Parce que pour l'instant, on traite des qubits, mais ils sont assez limités pour l'instant au niveau de l'architecture de la machine. C'est vraiment pas ma spécialité. Là, je ne peux pas vous répondre. Je sais que ces technologies existent et sont opérationnelles dans ce domaine. Tout à fait. Après, je parle. J'aurais encore une question à vous poser par rapport au schéma. Donc, on voit qu'il y a différentes couches. Je crois que c'est les meilleures. Oui, c'est ça. Et je voulais savoir, quand on va concevoir un réseau de neurones et qu'il y a différentes couches, on va le concevoir intégralement ou est-ce qu'il peut y avoir des équipes qui travaillent en séparé sur chacune des couches et avec des interactions, c'est-à-dire sachant qu'en entrée, ils vont avoir quelle interface, ça se passe comment ça? Alors, la manière dont on procède à l'heure actuelle, c'est que étant donné la quantité de calculs qu'il faut faire pour pouvoir faire un apprentissage de réseau de neurones, les nouvelles stratégies, les stratégies que l'on utilise actuellement, ce sont d'utiliser des réseaux de neurones existants, notamment qui ont été entraînés par les GAFA, pour faire du traitement d'image, par exemple. Imaginez que vous avez un réseau de neurones qui soit capable uniquement de classer des chiens et des chats. Si vous voulez classer derrière des zèbres et des autruches, comme on s'est aperçu que finalement les premières couches étaient des couches très basiques d'un point de vue traitement et que la conceptualisation n'arrivait que sur la fin, eh bien ce que l'on fait, c'est que
On enlève les dernières couches, on les remet à zéro et c'est celle-ci que l'on entraîne. Et ça va beaucoup plus vite. Donc on peut travailler de manière modulaire. Tout à fait. Mais si on repart de zéro, alors là, il faut aller comme ça. Hein. C'est de la rétropropagation. Et là, on réduit la profondeur d'apprentissage par ça. Et ça marche très bien. Parce que, bon, si on veut distinguer des animaux à quatre pattes, c'est des informations qui peuvent apparaître déjà avant dans le réseau de neurones. Donc la tendance, c'est quand même... C'est pour ça qu'on parle beaucoup toujours du coût de l'intelligence artificielle, de la catastrophe écologique que c'est, etc. On vous parle de 7 super serveurs qu'on est obligé de mettre au pôle Nord pour qu'ils soient refroidis normalement. C'est pas que l'IA. Hein, sous la mer. Sous la mer, c'est pas que l'IA. C'est pas tout à fait vrai. D'accord ? C'est-à-dire que ce type, un réseau de neurones, quand il y a un apprentissage qui a été fait, il peut être réinvesti et réutilisé pour d'autres tâches. On ne jette pas tout à la poubelle, on ne part pas de zéro. Vous avez évoqué des vieux langages communistes. Ouais. Alors, est-ce qu'actuellement, il y a un langage qui émerge derrière tout ça ou pas? Alors, les gens font du Python à l'heure actuelle, ouais, et vous avez, voilà, et vous avez après il y a de grandes facilités maintenant pour l'apprentissage. C'est-à-dire que ça aussi a été un des éléments, c'est qu'on ne programme plus à la ligne comme on pouvait le faire avant. Vous avez des librairies qui sont pour l'apprentissage. Toutes les fonctions basiques que l'on va devoir faire, appliquer pour faire de l'apprentissage, c'est des choses qui sont déjà programmées, déjà précompilées, etc. Tout à fait. Une question basique, oui. L'Europe devait sortir un nouveau système de GPS, Galilea, ou ouais, quelque chose comme ça. Ou Galiléo, oui. Où ça en est? Les satellites sont envoyés. D'accord. Non, c'est pas un concept dans les cartons. C'est quelque chose qui est. Non, par opposition, je pense au GPS américain, Google Maps ou alors Waze. Très bien. Pour l'instant, il n'y a que ceci. Oui, non, c'est des choses c'est des projets qui avancent. Et même Waze, ils voulaient le monter sur des véhicules en série. J'en avais parlé de ceci. Oui, bon, ça existe d'ailleurs, je pense que sur les sites web, il me semble que c'est pas. Oui, mais le système américain, ils voulaient monter. Sur beaucoup de. Il y a beaucoup de voitures qui D'accord, mais quel système américain pour l'instant? Puisqu'il n'y a rien d'autre. Il y a l'écran, on peut avoir l'application. Oui, je sais, d'accord, mais c'est quel système? C'est le système américain ou le système. Oui, c'est pas Galileo pour l'instant parce qu'il n'y a pas. Non, mais par contre, il y a vous avez le système GPS européen est en cours de déploiement. Est en cours de déploiement. Oui, c'est pas un mythe. Hein. Ce qui est monté en série sur les voitures, c'est pas le système européen. C'est pas un mythe. Non, là, je pense que le côté aérospatial, on n'est quand même pas trop mal non plus en France. Ça, c'est aussi une des spécialités. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Par exemple, sur la voiture Tesla ou même sur les robots, pour essayer de visualiser les choses, ça se présente comme une carte SIM, enfin une puce, c'est ça? Oui. Et quand vous parlez des 70 000 heures, oui. Par exemple pour la Tesla, est-ce que le fait d'avoir fait travailler une puce 70 000 heures permet de la dupliquer avec toutes ces données, donc c'est une seule fois 70 000 heures, et ensuite simplement un clonage, on va dire, de... Exactement. En fait, ce que l'on fait, c'est que chez Tesla, et pour d'autres applications, ce type de réseau de neurones est dans un supercalculateur. On calcule tous les poids, et une fois qu'on a tous les poids, dans un tableau bien rangé, comme vous voulez, on le met sur une puce qui va exécuter ces choses-là. Parce qu'encore une fois, ce ne sont que des additions et des multiplications. Alors, je n'ai pas parlé d'une chose, mais je vais en parler là. En 30 secondes, pourquoi il y a eu aussi l'explosion du machine learning en 2015, dans ces eaux-là? Parce que, alors là, on peut remercier les joueurs, c'est que les cartes graphiques, d'accord, les GPU, NVIDIA, qui étaient des cartes graphiques que l'on concevait pour mettre dans les ordinateurs pour les joueurs, ça a une caractéristique,
c'est que ça a besoin, pour reproduire un décor, pour suivre le joueur dans son aventure, ça a une caractéristique, c'est que il faut faire des opérations, beaucoup, à un très grand rythme, mais ce sont des opérations qui sont très basiques. Très basiques. Et là, c'était le cas de figure, idéal. Un réseau de neurones, il faut pouvoir, pour faire l'apprentissage, faire beaucoup de calculs, très rapidement, parce que, je vous ai dit, si on fait très lentement, c'est 70 000 heures. Et les cartes graphiques le marché a été complètement réorienté, les cartes NVIDIA étant notamment réorientées vers des ordinateurs faits pour faire de l'apprentissage, pour faire du machine learning. On en a au labo, on a des cartes graphiques dedans, c'est pas qu'on joue. Et c'est simplement parce que ça fait bien très vite des choses très élémentaires. Et une fois qu'il y a un réseau de neurones, on en a fait l'apprentissage, c'est fini quoi. Hein. C'est des petites cartes, hein. C'est des noms. Il n'y a pas plus de technologie que ça. Derrière. Humains et androïdes, ils sont autonomes en fait. Il y en a déjà qui sont sortis, il y a les leaders du corps, il y a des gens qui font des entraînements sur. Oui, c'est tout à fait. Il y en a qui se promènent, il y a un chaparral qui se promène avec. Oui, il y a un peu de. Je pense qu'il y a un peu d'enfumage, mais. Il y a un peu d'enfumage, mais on peut quand même avec deux. Oui. Bon, de manière plus prosaïque, vous avez maintenant, qui faisait la publicité de robots qui vendent du carrelage. Il n'y a pas de vendeur dans le magasin. Donc ça, c'est effectivement, oui. Mais encore une fois, il ne faut pas surestimer la variété des missions que l'on peut donner. Alors, on pourrait très bien entraîner un robot. Oui, ça ne va pas échapper. Hein. On ne va pas se mettre à dire bon. Encore une fois, c'est vraiment une intelligence qui est très, très canalisée. On ne rêve que d'une chose, hein, c'est de s'extraire de ça. Pour donner justement de l'autonomie. Et non, on ne dit pas encore. Il va falloir changer de paradigme. Ça ne permettra pas de le faire. C'est pas avec des petits câbles. Juste, en ce moment, les travaux de Boston Dynamics, ceux qui ont fait Atlas, sont en train de faire d'autres robots, comme par exemple les chiens qui ouvrent les sortes de chiens qui ouvrent les portes aux handicapés. Tout à fait. Ils ont déjà fini ça, ils sont en train de faire des drones d'espionnage. Oui, il y a des oies aussi, il y a toutes sortes de réseaux. Oui, et il y a un robot que j'ai particulièrement entendu, c'est Sandworm. C'est un petit 4x4 qui peut se retourner et qui a un système de saut, et ils vont peut-être les installer pour de l'espionnage. Oui, vous avez des tas, vous en avez même des robots marins qui nagent comme des serpents, etc. Oui, tout à fait, oui. Vous avez dit que pour sortir des cas particuliers des réseaux de neurones, vous évoquez des nouveaux paradigmes. Est-ce qu'on a une idée des paradigmes candidats? Non. Donc pour l'instant, le mystère reste entier. Oui, pour l'instant, il suffit de suivre Yann Lequin sur Twitter, tweet beaucoup. Bon, à chaque fois, c'est le mot-clé qui revient. Bon, maintenant, il va falloir faire du raisonnement. Vous avez évoqué Anne dans le numéro de l'espace. Dedans, il n'est pas question que d'intelligence, mais il y a aussi question d'émotion, puisqu'à la fin, quand l'équipe veut débrancher, est-ce qu'en parallèle à l'intelligence, on essaie aussi de rajouter de l'émotion? Est-ce qu'il y a un peu de non, ça fait partie de raisonnement, etc. C'est de rajouter cette couche-là. Et un des grands arguments qui a coulé et a provoqué les premières ère de l'intelligence artificielle, ça a été de dire un cerveau, c'est pas simplement une association de circuits. C'est plus que ça. Donc on oublie dans le montage, bon, c'est quelque chose qui est imparable. C'est quelque chose qui est imparable, c'est vrai. Mais bon, pour l'instant, ça, faut pas, ça fait, et on ne voit que les premiers effets pour l'instant, parce que le champ d'application est immense, est vraiment immense, avec l'apprentissage, on va encore progresser.
ne faut pas minimiser tous ces... Il y a beaucoup encore à faire sur ces sujets-là. Mais il y a encore derrière des changements de paradigme. Ça ne sera pas le premier. Juste une petite question. Au niveau IA parole, où ils en sont au niveau de leur logiciel? Printemps, été, automne, hiver Je pense que là, c'est... Non, là, je pense que c'est... Moi, je dirais, c'est plein été, quoi. C'est des choses qui sont... c'est dupliqué, ça fonctionne, c'est décliné. Vous avez des systèmes maintenant de traduction automatique qui sont très bien. Hein. Qui traduisent jusqu'à une centaine de langues. Oui, tout à fait. Voilà. Mais bon, il faut faire des phrases courtes. Oui, ça va encore s'améliorer, mais il y a encore une marge de progression, mais c'est pas non, le sujet n'est ni maîtrisé, ni il y a déjà des choses qui marchent. Monsieur Richard, un grand merci. J'invite simplement Monsieur le maire, si vous voulez bien vous joindre pour clôturer. C'est difficile de conclure là-dessus, professeur. Maître, je sais pas. Moi, je voudrais remercier avant tout Alessandro qui, il y a quelques mois, m'a dit si on pouvait reprendre Cécile Guilherme. Je l'ai dit, bien sûr, plus que jamais, si on peut, il faut y aller, bon aussi. Je remercie bien sûr Jean-Luc, qui est là en maître de cérémonie. Tout ça c'est organisé par le CIVOB. Je voudrais remercier son président, Roger Roux, qui, j'espère, montrera un jour voir un peu ces séances du gars, on en parle souvent, aussi global, c'est une réussite, que c'est bien. C'est si, moi, ce que j'ai noté, c'est, en fait, dans les applications de tous les jours, on ne se pose pas la question, quand on est en kit libre à la voiture, appeler telle personne, en fait, on a quelqu'un en face, cette intelligence artificielle, et on voit bien que ça va à la fois assez vite, depuis quelques années, on retrouve ces applications tous les jours. Enfin, moi, j'en ai eu, en tout cas, moi, expert. Quand je suis en panne avec ma box de free, je prends ma tablette, j'ai un robot en face qui me dit faites ci, il analyse, faites ça, et puis alors ça fait un trou noir comme on a dit, et puis on reconnaît une machine, et puis je le rends un technicien. Parce que je n'ai pas rien à résoudre. Je vous ai demandé de faire ça, vous l'avez fait, mais ça n'a pas porté ses fruits, vous avez fait ça, ça n'a pas porté ses fruits. Allez, au problème, et là, vous êtes technicien, on va aller sur votre expert, tout à fait ça. Oui, alors, contrairement à d'habitude, M. Morbidelli, Alessandro, où on part un peu stressé de ce genre de conférence jusqu'à maintenant, parce que le réchauffement climatique, les périodes glaciaires, et d'autres choses. Là, on est un peu plus optimiste pour ce que ça va nous apporter. On en parle de temps en temps avec la reconnaissance faciale. M. Estrosi à Nice veut mettre sa reconnaissance faciale. Et c'est un système aussi comme ça. Donc, finalement, c'est la même chose. On doit avoir un tas de données. On met la couleur des yeux, le visage, le nez, les oreilles, et puis hop, celui-là c'est un voyou. Celui-là c'est pas un voyou. Ou en Angleterre, quand on arrive en Angleterre, effectivement, on met une machine comme ça, avec la machine. Voilà. Donc c'est des choses qu'on voit arriver, c'est vrai, ces dernières années. Mais je pense que les progrès, maintenant, ils vont aller sur un calculateur. C'est là. Robert, c'est vraiment le nerf de la guerre. Je vais pouvoir calculer de plus en plus pour pouvoir un peu donner du dynamisme à l'évolution. Bon, ça va apporter un certain nombre de bonnes choses, il n'y en a que mon peur. Bon, fiction, peut-être on peut en avoir peur, je ne sais pas. Vous-même, vous n'êtes pas capable de me répondre si demain on va avoir peur d'un système et de ne pas aller trop loin dans le système. Voilà. Oui, voilà. Peut-être que certaines, aujourd'hui même, certaines formes d'intelligence artificielle est déjà utilisée. Des choses qui ne sont pas très catholiques, on va dire. Voilà. En tout cas, merci.